Le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, je vous ai dit qu'on traduisait par l'Exode. C'est une mauvaise traduction, bien entendu, parce que ce qu'il y a d'important dans le livre de Shemot, ce n'est bien entendu pas la descente en Égypte, mais bien entendu la sortie de l'Égypte. Et donc ça serait le contraire de l'Exode, puisque rentrer à la maison est, sémantiquement parlant, tout le contraire de l'Exode. En tout état de cause, que se passe-t-il? Nous voyons Moshe, qui a grandi dans une maison étrangère à celle de ses parents. Nous voyons Moshe retourner, découvrir d'abord l'Éternel. L'Éternel se dévoilait devant Moshe et lui demandait de quitter Midian afin de pouvoir retourner en Égypte où il ne risque plus rien et afin d'essayer de sortir le peuple d'Égypte. Nous reviendrons sur ce que fera Moshe. Mais bien avant l'histoire de Moshe elle-même, il y a tout ce qui se passe comme douleur, comme drame et comme tragédie dans cette Égypte où les enfants d'Israël se sont retrouvés, après quelques années de bonheur, se sont retrouvés complètement esclavagisés. Je vous rappellerai, lorsque Yaakov et Yosef se présentent devant Pharaon, il lui explique à Pharaon qu'ils sont venus vivre pour un temps, la gour en hébreu, vivre pour un temps en Égypte et non pas s'y installer. Le verbe lagour est malheureusement très mal employé, même dans l'hébreu moderne, lorsque nous disons « Efoi ta gare, où est-ce que tu habites ?» En vérité, Ani Logar. Si j'habite en Eretz Israël, je dis Ani Yoshev, c'est-à-dire que je suis installé. Mais par contre, je peux dire Ani Garbe Paris ou Ani Garbe Brooklyn, c'est-à-dire que je réside temporairement. Alors, il lui déclare à Pharaon, nous sommes venus lagour Eretz Mitzrayim, c'est-à-dire que nous sommes venus vivre temporairement. Le seul problème, c'est qu'après la disparition de Yosef et de Yaakov, et puis de Yosef, nous verrons que les enfants d'Israël n'habitent plus temporairement sur la terre de Goshen qui leur a été octroyée, mais ils vivent, Yoshvim Be'eretz Goshen. Et donc nous comprenons que ce qui devait être temporaire, eh bien, devenait dans l'esprit de ceux qui y résidaient quelque chose de définitif. Et les conséquences ne se font pas attendre. Lorsqu'un nouveau pharaon apparaît et que lui ne connaît pas Yosef et Yaakov, c'est comme si on venait nous dire il n'a pas conscience des déclarations qui furent faites par Yosef et par Yaakov. Et donc il prend conscience, lui le premier, d'avoir en face de lui un peuple. Le mot peuple n'apparaît pas parce que l'Éternel le dévoile à Israël, aux Hébreux, ou parce que les Hébreux se dévoilent dans une prise de conscience nationale, non point. C'est Pharaon qui les aperçoit en disant « Voici le peuple des enfants d'Israël ». Oui, un peuple. C'est donc qu'il comprend très bien que derrière ce mot « peuple », il aperçoit non pas un agglomérat, mais un groupe humain qui est lié, il l'entend, par une même langue, par une même histoire qu'on se racontait dans les chaumières d'Égypte, et par une même culture, et surtout, par un espoir inexorable. Pour beaucoup d'entre eux, il restait cette tradition qu'un jour viendrait un libérateur qui nous sortirait des méandres de cet exil égyptien. Et Pharaon prend conscience, à ce moment-là, qu'il a en face de lui une cinquième colonne et qu'il faut éviter que cette cinquième colonne vienne phagocyter l'empire égyptien. Aussi, il fera tout afin non seulement d'annihiler, mais d'exterminer, dans une sorte de solution finale, le devenir de ces Hébreux qui n'aspiraient qu'à rencontrer Israël. Aussi, dans une autre leçon, nous verrons comment les choses vont s'envenimer et surtout ce qu'elles vont devenir. À bientôt.